Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille dans cette vidéo captivante sur l'utilisation de Shape pour interpréter les modèles. Au cours de cette vidéo, nous allons éclaircir le fonctionnement de Shape, son origine, ses limites et enfin, nous ferons un cas pratique de son utilisation. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Commençons par l'apprentissage automatique, qui est une discipline puissante au sein de l'intelligence artificielle qui transforme notre manière de résoudre des problèmes et de prendre des décisions. De nos jours, l'apprentissage automatique est utilisé dans plusieurs domaines comme la finance, la logistique et dans la santé où il a révolutionné les diagnostics et les traitements. Les modèles peuvent analyser d'énormes ensembles de données médicales pour prédire les maladies, personnaliser les traitements et améliorer la gestion des dossiers médicaux. Mais malgré ces nombreux avantages, nous sommes confrontés à un défi majeur, l'opacité des modèles générés. Cette difficulté d'interprétation pose des défis importants, en particulier dans les domaines où la transparence et la compréhension des décisions sont cruciales. Par exemple, dans le domaine médical, il est essentiel de comprendre comment un modèle arrive à un diagnostic pour assurer la confiance des professionnels de la santé et des patients. L'une des librairies conçues pour résoudre ce problème d'opacité des modèles est SHIP, qui est une méthode d'interprétation pour les modèles d'apprentissage automatique. Elle s'appuie sur la théorie des valeurs de Shapley, qui provient de la théorie des jeux coopératifs dans les années 50. Dans leur forme générale, les valeurs de Shapley étaient utilisées pour attribuer équitablement la contribution d'un joueur au résultat final d'une partie. Les genres dans cette image représentent les modalités des variables explicatives. Les gains à répartir deviennent la différence entre prévision et moyenne des prévisions. Alors, comment fonctionne cette librairie SHIP? Pour répondre à cette question, je vais vous expliquer les étapes importantes pour interpréter un modèle avec SHIP. Pour une prédiction donnée, SHIP attribue à chaque caractéristique de l'observation une valeur Shapley qui mesure la contribution marginale de ces caractéristiques. Ensuite, nous avons le calcul des contributions marginales de chaque caractéristique à chaque combinaison possible. Après le calcul des contributions marginales, les valeurs Shapley attribuées à chaque caractéristique sont ensuite utilisées pour expliquer la prédiction du modèle de manière additive. Une caractéristique clé de SHIP est qu'il garantit la cohérence et l'additivité dans ses explications. Enfin, pour rendre ces explications plus accessibles, SHIP permet de visualiser des contributions attribuées à chaque caractéristique sous forme de graphique, aidant ainsi à comprendre visuellement l'impact de chaque facteur sur la sortie du modèle. Bien que SHIP représente une approche puissante dans l'interprétation des modèles, elle comporte également certaines contraintes. Quelques-unes de ces limitations sont les suivantes. Coût computationnel élevé, dépendance au nombre de caractéristiques, sensibilité aux données bruitées, interprétation subjective et le problème avec les modèles non additifs. Maintenant que vous avez compris les concepts de base de SHIP, passons donc à son utilisation pratique dans un notebook. Alors, pour illustrer l'application pratique de SHIP, nous allons développer un modèle de classification qui utilisera le jeu de données du Titanic pour estimer les chances de survie des passagers. Donc, si vous n'avez pas encore SHIP dans votre environnement, vous pouvez utiliser le gestionnaire de package PIP pour l'installer. Ensuite, on va importer les librairies qui nous seront utiles dans un premier temps. On aura besoin de Seaborn pour accéder aux données. Nous aurons besoin de Pandas également. Et après cela, on va importer le jeu de données Titanic qui se trouve dans Seaborn. Mais ce n'est pas toutes les caractéristiques qu'on va prendre. On va prendre B-class, sexe, âge, etc. Et que si on affiche, on va d'abord exécuter ça. Si on affiche les 5 premières lignes du jeu de données, nous pouvons voir ici nos variables qui sont là. Donc les 5 premières lignes. Du coup, nous pouvons vérifier d'abord, est-ce que le jeu de données contient des valeurs manquantes? Parce qu'on ne peut pas entraîner un modèle sur des valeurs manquantes. Du coup, on va calculer d'abord en fait le nombre de valeurs manquantes se trouvant dans notre jeu de données. Si on calcule cela, si on exécute ça, nous pouvons voir ici que l'âge, au niveau de l'âge, il y a 177 valeurs manquantes, ce qui n'est pas vraiment bien. Il faut d'abord traiter le jeu de données. En plus, nous pouvons remarquer ici que la variable sexe est une variable catégorielle. Donc, il faut traiter aussi cette variable. Du coup, ce que nous allons faire d'abord, on va tout simplement essayer de traiter les valeurs manquantes. Donc, traiter les valeurs manquantes, nous pouvons voir ici, on a supprimé les valeurs manquantes au niveau de la colonne âge. Du coup, il n'y a plus de valeurs manquantes. Et ensuite, nous allons traiter cette variable catégorielle sexe. On va tout simplement essayer de remplacer le mâle par 1 et le sexe et le femelle par 0. Du coup, en utilisant tout simplement le replace. Si on exécute ça, nous pouvons voir ici que la variable sexe ici a été traitée en fait. Ensuite, nous allons sélectionner les caractéristiques et de la variable cible. C'est-à-dire, on va essayer de séparer. Nous pouvons remarquer ici que la variable cible ici et les autres caractéristiques sont dans un seul jeu de données. Donc, on va essayer de séparer les deux.
Donc, on sélectionne tout simplement les autres caractéristiques et la variable cible Y. Donc, on sélectionne pays, classe, sexe, âge, ainsi de suite. Et la variable cible survivante qui sera dans Y, tout simplement. Après avoir traité le jeu de données et sélectionné les caractéristiques de la variable et de la variable cible, nous pouvons maintenant procéder à l'entraînement de notre modèle de classification. Pour cela, on va d'abord importer les librairies qui seront nécessaires. On aura besoin de TrainSplit pour splitter le jeu de données. Random Forest Classifier, on aura besoin de ça pour mettre, mettre en place en fait un modèle de classification et classification report pour évaluer notre modèle au final. Du coup, après ça, mais avant tout d'abord, il faut d'abord qu'on essaie de diviser en fait de faire une division des données en ensemble d'entraînement et de test. Du coup, il faut utiliser tout simplement le TrainSplit ici pour séparer le jeu de données d'entraînement et de test. Donc, on va tout simplement passer le X et le Y et donner le pourcentage de données d'entraînement, de données de test, je veux dire. Du coup, on exécute les deux. Nous pouvons mettre maintenant en place notre modèle de classification et en choisissant 100 comme le nombre d'estimateurs. Donc, le modèle a été bien entraîné. Après l'entraînement du modèle, nous pouvons évaluer le modèle de classification que nous avons entraîné. Donc, on va utiliser tout simplement le classification report pour évaluer notre modèle. On dit qu'on évalue sur le jeu de données test. Et dit que si nous faisons ça, nous pouvons voir ici le rapport de notre modèle de classification. Nous pouvons voir ici la précision pour la classe 0. La précision est de 0,84. Ce qui signifie que 84% des prédictions faites par le modèle étaient correctes. Et pour la classe 1 ici, la précision est de 73%. Ce qui indique que 73% des prédictions de survie étaient correctes également. Après la mise en place de notre modèle de classification, nous pouvons passer maintenant à l'interprétation de ce modèle avec la librairie Shape. Pour cela, on va d'abord importer la librairie Shape. Donc, on importe Shape et la première interprétation que nous allons essayer de faire, c'est de savoir en fait l'impact de chaque caractéristique dans notre modèle. Mais pour cela, on va d'abord tout simplement instancier l'explainer. Après cela, nous pouvons utiliser maintenant le summary plot pour afficher tout simplement l'influence des caractéristiques sur les prédictions. Donc, nous pouvons voir ici, ce graphique montre l'impact des différentes caractéristiques sur la prédiction de survie. Nous pouvons remarquer aussi que le sexe est la variable qui influe beaucoup sur les prédictions du modèle. Après cela, en fait, nous pouvons maintenant passer à la prédiction individuelle. Ici, nous prenons par exemple l'individu numéro 15, et on va essayer tout simplement de destiner la survie en fait de cet individu. Donc, nous pouvons utiliser notre modèle de classification pour voir si cet individu a survécu ou pas. Donc, nous pouvons remarquer que cet individu n'a pas survécu. En plus de voir les tendances globales de l'impact des fonctionnalités, nous pouvons appeler aussi la méthode ForcePlot pour visualiser comment les fonctionnalités contribuent aux prédictions individuelles. Pour cela, on va tout simplement utiliser le ForcePlot, tout simplement. Donc, il vaut plutôt le mettre ici. Voilà. Et du coup, là, on veut plutôt l'individu 15. Ok, du coup, l'individu 15 ici. Si nous faisons ça, nous pouvons voir ce graphique montre en fait les contributions positives et négatives des différentes caractéristiques de l'individu testé, l'individu numéro 15. Les caractéristiques qui poussent la prédiction vers la droite réduisent la probabilité de la prédiction positive de l'événement. Et les caractéristiques qui tirent la prédiction vers la gauche augmentent la probabilité de la prédiction positive de l'événement. Par exemple, ici, le sexe, le fait d'être un homme, tout simplement, le fait d'être un homme a donc augmenté la charge de survie. Et en plus, retenez que la longueur de chaque barre représente en fait la magnitude de l'impact de cette caractéristique sur le changement de la prédiction par rapport à la valeur de base. Par exemple, la valeur de base 0,76. Plus la barre est longue, plus l'impact est significatif. Cet exemple illustre comment vous pouvez utiliser Shape pour visualiser vos modèles d'apprentissage automatique. Gardez à l'esprit qu'il existe de nombreux autres graphiques disponibles. Je vous encourage donc à les explorer afin de consolider vos compétences. Ainsi s'achève notre séance pratique sur l'utilisation de la bibliothèque Shape. Merci.